Bonjour, bienvenue à la 5e édition des causeries au coin du yoga. Nous avons vu que dans la Taittiriya Upanishad, texte de philosophie indienne, le sage Yajnavalkya initie son fils Bhrigu aux 5 niveaux d'expérience de la conscience, et je vous ai parlé du premier, le corps physique. L'exemple du surmenage, avec la prise de contrôle par le mental sur notre conscience, nous a éclairé sur la réaction de cette dernière, qui n'a d'autre possibilité pour se rappeler à nous que la souffrance et la maladie physique. Le travail sur les postures en yoga est l'outil premier pour se reconnecter à son corps. Je veux insister ici sur le fait que le travail postural est différent d'une activité sportive. Si on prend le yoga pour un sport, il y a de grandes chances pour qu'on en rajoute dans les schémas de fonctionnement qui nous ont amenés au surmenage. Si on est dans la comparaison, dans la recherche de la perfection, dans l'intérêt pour notre aspect extérieur, on reste dans le contrôle du mental. À l'inverse, si on cherche à s'écouter, si on entre dans une démarche de connexion, alors non seulement le corps se soignera, mais en plus on agira sur notre mental et à moyen terme sur les causes de nos souffrances. Pour renforcer cette connexion, le yoga propose d'associer aux postures la respiration. Pourquoi ? Parce que la maîtrise du souffle agit sur le 2e niveau d'expérience de la conscience, l'énergie. Pour comprendre comment on passe d'un niveau de conscience à un autre, représentez-vous chaque couche comme entièrement remplie de la couche plus subtile. Ainsi, chaque cellule du corps physique est remplie d'énergie. Accéder à la couche plus subtile, c'est avancer dans l'expérience et approfondir la connexion à soi. Le modèle des 5 niveaux de conscience s'appelle Pancha Maya. Pancha pour le chiffre 5 et Maya pour illusion, comme nous l'avons vu. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez qu'on décrit souvent les 5 corps comme des poupées russes. Cette image est erronée. On est certes dans un mouvement vers le plus subtil, mais également dans un mouvement expansif. Or, l'image des poupées russes nous ferait plutôt penser à un rapetissement. C'est tout l'inverse. Plus on avance, plus on s'ouvre à l'universel. Revenons à la couche énergétique appelée en sanskrit Prana Maya. Le terme prana représente l'énergie vitale. Il ne s'agit pas ici d'une énergie de combustion, mais d'une énergie subtile qui donne littéralement vie. On retrouve cette notion d'énergie vitale dans d'autres disciplines, comme le Qigong ou le Tai Chi. L'énergie vitale est disponible tout autour de nous. Nous baignons dans cette énergie. La difficulté consiste à la garder à l'intérieur, pour qu'elle nous soutienne dans la réalisation de nos actions quotidiennes et dans notre potentiel. Une mauvaise distribution intérieure de cette énergie vitale peut à terme engendrer des dysfonctionnements physiques, mal de dos, articulations sclérosées, mauvais fonctionnement des organes tels que le pancréas, les reins, les poumons, le foie, problèmes de circulation sanguine, etc. Qu'est-ce qui nous fait perdre ou bloquer l'énergie ? Nos conflits intérieurs, nos peurs, nos préjugés, nos traumas, mais également de ne pas réaliser ce pourquoi nous sentons profondément que nous sommes faits. Par exemple, devenir médecin alors qu'on voulait être artiste, se marier avec un compagnon du sexe opposé si on est homosexuel, tout ce qui nous amène à vivre dans un mensonge vis-à-vis de nous-mêmes. Souvent, on agit pour être accepté dans la société, pour ne pas décevoir notre entourage, mais ça contribue à disperser notre énergie. On dit d'une personne bien ancrée dans son potentiel qu'elle regorge d'énergie, qu'elle est lumineuse. Ce sentiment de rayonnement, d'expansion, c'est ce qui est recherché dans la connexion à la couche d'énergie. Pour y accéder, le yoga propose l'outil de contrôle du souffle. La respiration, nous dit Patanjali dans les Yoga Sutras, est la forme la plus concrète de l'énergie vitale. Maîtriser le souffle, c'est agir sur une distribution égale et fluide de l'énergie dans tout notre corps. Par des techniques spécifiques, on allonge l'expiration, puis l'inspiration. Et surtout, on cherche à garder, dans toutes les postures, une respiration calme et apaisée. Une respiration courte, hachée, voire haletante en yoga, est le signe d'une perturbation de la conscience. Et de même qu'en ce qui concerne le travail sur le physique, le travail sur le souffle aura des conséquences sur les autres corps.
J'ai pu soigner un lumbago uniquement par un travail spécifique sur la respiration, alors que la personne sujette à ces problèmes n'arrivait d'habitude à se soigner qu'avec 2 semaines d'immobilisation totale et des piqûres d'anti-inflammatoires. Cet outil était adapté dans son cas parce que ses lumbagos à répétition étaient liés au stress. Porter attention à son souffle, à ce qu'il dit immédiatement de notre état réel, physique, émotionnel et mental, c'est se connecter encore un peu plus à soi. Je pourrais continuer des heures sur le sujet de l'énergie vitale et le contrôle du souffle, mais ce sera l'objet d'un cycle complet de causeries. Je vous retrouve dans quelques jours pour la 6e causerie où nous aborderons le corps mental et sensoriel. Namasté, cher yogi.